Salut Sophie. Bonjour Tanguy. Bienvenue à Bourges, dans ces marais. Vas-y, je t'en prie. J'adore l'idée que mes échappées belles dans le Berry commencent avec toi. Oups. Bonjour. Dans les marais de Bourges. Assieds-toi. Oui, je vais m'asseoir. Je crois que ça sera plus stable pour moi. C'est vraiment magnifique ici. On se croirait dans un tableau de Monet. Et oui, on a le droit en quasi plein centre-ville d'avoir un poumon vert très très vert. Et on va dans pas longtemps apercevoir la cathédrale Saint-Étienne. On est vraiment sur la ceinture verte de la ville. Donc à pied, l'hypercentre est à une dizaine de minutes ici. Comment on appelle d'ailleurs les gondoliers des marais de Bourges? Alors, les gens qui possèdent une parcelle de marais, on les appelle des maraîchers. Ouais. Et les gens comme moi qui transportent des gens comme toi, on les appelle des bourdeurs, parce que je tiens une bourde dans la main. Bon, voilà. Pas de bourde, ne tombe pas à l'eau. Hein. Exactement. On va essayer. Alors Tanguy, tu es donc maraîcher et bourdeur, mais es-tu aussi berruyer et berrichon? Eh oui Sophie, je suis berruyer parce que je suis né à Bourges et j'y habite depuis toujours. Et je suis berrichon parce que nous sommes au cœur du Berry et que je tiens aussi à ces racines-là. Nous allons faire des allers-retours entre l'Indre et le Cher dans ces échappées belles aux couleurs du Berry. Si vous vous demandez où est le cœur de la France, eh bien moi j'ai trouvé la réponse. C'est ici, dans le Berry. Allez, c'est parti pour de nouvelles échappées belles. Aujourd'hui, nos campagnes sont vraiment des dynamiques et qui ne demandent qu'à se faire entendre et à montrer, merde, on est bien quoi en campagne. Sophie Jovillard va vite s'en rendre compte. Je suis à la fois surprise et assez fascinée par cet endroit. Hein. Tu m'aurais dit il y a 10 ans, tu vas aller vivre dans le Berry. On ne vient pas dans le Berry par hasard. C'est vrai que le Berry, il mérite d'être plus connu, mais à la fois, on veut bien des touristes, mais pas trop non plus. Voilà. Oui, je me disais que je ne pouvais pas passer dans le Berry sans passer par la maison de George Sand et ses jardins. C'est un endroit tellement magnifique. C'est un endroit emblématique. George Sand est une personne emblématique du Berry. Attention! Premier grand spectacle du cirque Mina! Le Berry, c'est le choix du cœur. C'est un petit écrin au milieu de la France, un petit écrin préservé avec plus de 3200 plans d'eau en pleine région des plaines. Tu vois, depuis que je vis ici, j'ai découvert ce que c'est qu'une vraie nuit passée dans le noir et dans le silence surtout, parce qu'on a le luxe de pouvoir avoir du silence. Et c'est le vrai bonheur. Bienvenue en Berry. Coupé. Je vous déclare unis par les liens du mariage. Bravo à vous. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour, ça va? Mariage à Levroux. Eh ben oui, très beau mariage. Ça va Alexis? Ça va, très bien. Bah oui. Voilà une jolie famille. Vive les mariés! Félicitations. Hein. J'enlève Monsieur le maire qui va me faire visiter la région. Je vous souhaite de passer une très très belle journée. À chacun sa dadache. Et donc là, on part en direction du château de Valençay, dont je suis le directeur. Mais avant ça, on va s'arrêter devant le château de Bouges. Ici, on est dans le département de l'Indre, dans le Berry, que j'ai envie de découvrir tout au long de cette balade. Mais on est aussi dans la grande région Centre-Val de Loire. Oui, avec plusieurs paysages qui font vraiment le charme de cette région. On a bien sûr la Loire qui traverse d'est en ouest la région centre. Et puis de part et d'autre, on a tantôt ces grands paysages comme on le voit ici. Là, on voit ces magnifiques champs de tournesol là à côté de nous. C'est vraiment un tableau. Hein. Oui, c'est un tableau et c'est vrai que moi ce que j'aime bien dans ces grandes plaines agricoles, c'est que ça change de couleur tout au long de l'année. Toi, ton cœur
a tout de suite trouvé le Berry. Ta famille y est très attachée également? Toute la famille est là, parents, grands-parents. Donc on a vraiment cette terre en attachement et elle nous va vraiment au cœur profond, vraiment. Et là, Sophie, donc on arrive devant le château de Bouges. Petit écrin, tu vas voir, qu'on surnomme le petit Trianon du Berry. Un petit bijou. Ah oui, je comprends pourquoi on le surnomme ainsi. Très élégant. Mais c'est pas ce château que tu veux me faire découvrir. Et non, maintenant. C'est le château de Valençay. Quelle arrivée! T'as vu un peu ça? C'est beau, On remonte cette grande allée en direction de la cour des Ronds, qui est cette première cour en fait, qui servait à la circulation des carrosses, des calèches. C'est assez extraordinaire. Vous pouvez arriver en calèche au château de Valençay. Là, notre carrosse a 2 chevaux. 2 chevaux, bon, c'est toujours mieux que rien. Et tu devines ce palais princier de Talleyrand, juste en face de nous. Magnifique château. Et si tu me le permets, je vais passer en mode décontracté, j'ai enlevé la cravate. Oui, je te le permets. On va rentrer par la grande grille? C'est cette grille principale, la grille d'honneur qui en fait ouvre. Allez, on pose ça sur ce fabuleux jardin à la française. On sait ce qui a motivé le choix de Talleyrand de s'installer ici, dans ce château? En fait, c'est Napoléon qui lui demande d'acquérir une terre pour pouvoir y recevoir et y manifester cette gastronomie, cet art de recevoir à la française. Et Talleyrand jette son dévolu ici, sur cette propriété de Valençay qui, à l'époque, faisait près de 20 000 hectares. Et donc c'est resté dans la famille de Talleyrand ou ses proches pendant quoi? Un siècle et demi? C'est ça, voilà, un siècle et demi. À Talleyrand, au 16e endroit. D'ailleurs, on reconnaît ici le blason de la famille de Talleyrand-Périgord, qui est au-dessus de ce fabuleux donjon. Tu vois, là, on arrive dans cette cour d'honneur avec cette fabuleuse aile 18e, ce qu'on appelle l'aile ouest, flanquée de ces 2 tours. La tour nord, la tour sud, à chaque fois avec un dôme à l'impériale qui symbolise aussi, c'est la signature de Valençay, avec ses petits clochetons. Dans quelles circonstances tu as découvert le château de Valençay? Alors moi je le connais depuis que je suis tout petit, parce que j'habite et j'ai grandi à 30 km d'ici. Je suis venu régulièrement ici en vacances avec ma grand-mère qui habitait Levroux à l'époque. Et on venait visiter comme ça ces châteaux, que ce soit Bouges, qu'on a vu tout à l'heure, ou bien Valençay. Et puis l'opportunité s'est offerte ici au château de Valençay avec le départ de la précédente directrice. Et je me suis dit, allez, je tente, on va voir. Et j'ai pris ma décision sur l'île de Sainte-Hélène, ça s'invente pas quand même. Oui, c'est sûr. Tu repenses au petit garçon qui prenait cette route-là, en face, qui arrivait là, et aujourd'hui tu dis, bah voilà, c'est moi qui préside à la destinée de ce château maintenant. Ouais, je crois que j'ai pas vraiment perdu mon âme d'enfant, donc quelque part, un peu facétieux moi souvent. Et oui, j'en suis étonné tous les jours en fait. Il y a toujours cet effet waouh quand on rentre, et même le soir quand on repart. J'ai toujours mes yeux d'enfant moi sur ce palais. Il y a beaucoup de camps. À Valençay, la première partie qui a été construite, c'est sous la Renaissance. Est-ce que vous connaissez cette période de la Renaissance? Ça vous dit quelque chose? Qu'est-ce que vous en savez? La période de Napoléon? Ah non, ça c'est le 19e. Mais t'es pas... Il y a un petit quelque chose. François Ier. Exactement. Vous voyez le petit coquillage qu'il y a au-dessus des fenêtres? Vous le voyez tous? Ce coquillage, quand on le voit sur un bâtiment, ça veut dire que le bâtiment est Renaissance. Les gars, vous avez entendu? Brian, entendu? Morgan est directeur de centre de loisirs. Aujourd'hui, il accompagne son groupe au château de Valençay. Pour qu'on se rende bien compte de la chose, les gens dans le château vivent très très bien, mais pour que ce soit clair pour les enfants, à l'extérieur du château, tout le monde ne vit pas dans le faste. Non. Alors comment ça se passe pour ceux qui vivent à l'extérieur? On est à la campagne dans le Berry. Donc là, c'est vraiment exceptionnel ce qui se passe ici. Les gens à l'extérieur, ils vivent plutôt pauvrement. C'est des paysans, c'est des commerçants. Voilà, c'est pas la même vie du tout. En bas, on a une ferme,
on a des forges, on a... Voilà. C'est très rural comme milieu. J'ai choisi d'emmener les enfants du centre de loisirs au château de Valençay aujourd'hui parce que je me suis aperçu que j'avais énormément de flashs de ce château de mes propres visites quand j'étais petit. On a la chance de grandir dans le Berry. Il est important qu'ils en puissent quelque chose pendant leur jeunesse. On sait tous que s'ils font des études, ils vont finir par aller dans des grandes villes. S'il leur reste rien d'ici, il y a peu de chances qu'ils y reviennent ou même qu'ils en aient de bons souvenirs. Et si jamais ils ne partent pas du territoire, ils peuvent peut-être en devenir acteurs. Morgane veut aussi transmettre l'amour de sa région sur les murs des villages. Il crée des fresques pour et avec les habitants. Pour moi, c'est important de défendre la ruralité parce que on est en train de perdre quelque chose. Je suis né en 90 et les enfants avec qui j'étais à l'école étaient majoritairement fils ou filles d'agriculteurs. Et ces enfants-là n'ont pas repris les exploitations. Ils sont partis dans des grandes villes. L'inconvénient, c'est qu'en perdant les agriculteurs, on perd tout ce qui va avec, c'est-à-dire les artisans, les commerces qui vont avec, les habitants, évidemment. Ça fait des fermetures d'écoles, c'est de plus en plus compliqué pour tout le monde. Dans le cas de cette fresque, par exemple, mais d'autres également, il y a un rapport direct à la ruralité. Par exemple, si vous cherchez bien, vous pourrez trouver un brin de lavande. Tout ça, c'est pour faire un clin d'œil à un exploitant qui s'est installé sur la commune il y a très peu de temps. C'est un petit clin d'œil pour, en quelque sorte, le remercier d'être venu sur ce territoire et de continuer à produire des bonnes choses comme on devrait en trouver partout en campagne. Né en région parisienne, Morgane a grandi dans le Berry. Ses parents avaient fait le choix de ce cadre de vie pour qu'il y grandisse. À 18 ans, il a pourtant rejoint la capitale. Mais sa campagne l'a vite rappelé. Allez, poussez un peu la botte, vas-y. Salut les gars. Salut Morgane. J'ai vu que vous avez installé les bottes de paille. Ouais. Qu'est-ce que tu veux faire comme graffiti cette année? Alors, cette année, on en fait 10 graffitis sur 10 bottes de paille enrubannées. Donc, on avait pensé faire un mouton, une carpe, un coq, représenter un peu nos deux AOC qu'on a sur le territoire. Le vin, le fromage. Le vin, le fromage et une vache aussi. Très bien, ça me va. C'est un moyen de montrer, on est sur un axe routier, on voit des champs de chaque côté, mais notre campagne est vivante quand même. On est là, même si on n'est pas forcément en permanence dans nos champs, on est toujours là au quotidien pour construire, pour notre campagne et puis montrer que nous produisons notre alimentation pour notre assiette. C'est important de montrer qu'on n'est pas une image de fond de tableau, qu'on n'est pas reculé, loin de tout, mais au contraire, on a envie de faire bouger les choses, parce qu'il y a l'agriculture, mais il y a tout ce qui gravite autour de l'agriculture et toutes les autres professions qui font qu'aujourd'hui nos campagnes sont vraiment des dynamiques et qui ne demandent qu'à se faire entendre et à montrer, merde, on est bien quoi en campagne. Et nous voici dans le théâtre de Valençay. Il est magnifique ce théâtre. Ah ouais, c'est vraiment l'un de mes endroits préférés ici au château de Valençay. Ah ouais, je te comprends. Parce que c'est un petit bijou. Il est magique. Ah, il est absolument charmant. Tu sais à quoi ça me fait penser? Vas-y, dis. Ça me fait penser au théâtre de la Reine, le théâtre de Trianon, à Versailles, le théâtre de Marie-Antoinette. Ouais, mais ça, on nous le dit souvent. C'est vrai, c'est vrai que c'est à peu près la même configuration. Il est un petit peu plus grand que celui de Versailles.
Mais en tout cas, c'est l'un des plus grands théâtres privés de France qu'on a là, ici, avec ses décors d'origine. Oui, des décors peints derrière nous. Des décors peints, on en a 9 au total, avec près de 90 pièces qui permettent comme ça de changer d'ambiance. Des décors sur scène qui sont vraiment magnifiques. Et aussi dans la salle, hein, ces décors peints, là, qu'est-ce qu'ils nous racontent? Qu'est-ce qu'ils représentent? Alors, tu vois, on a des instruments de musique, une lyre, et puis ces 2 statues, ce qu'on appelle des lampadophores, qui représentent tantôt la tragédie et tantôt la comédie. Et alors, regarde, si on s'approche un peu, on a ici ces trappes. Ah oui, c'était pour les souffleurs. Exact. Ah oui, qui se mettaient on là les pour installe ici. Souffler le texte. Et voilà, ils nous apprennent tout ce qu'on a à dire ici sur scène. C'est merveilleux d'avoir gardé ce théâtre. J'imagine que vous le bichonnez, que vous en prenez soin là, ici. Hein. On en prend soin, évidemment. On y fait des concerts, on y fait du théâtre, on y fait du seul en scène. Et on a une centaine de places là, dans la salle. Continue notre visite. Allez, je t'emmène ailleurs dans le château, tu vas voir. Vraiment le côté intimiste du petit théâtre là pour retrouver les fastes du château quand on le visite. Ouais, et alors moi ce que j'aime bien ici, tu vois, toutes ces statues-là. Il y a vraiment plein d'histoires extraordinaires dans ce château et moi ce que je constate, c'est qu'il est meublé, ce qui donne vraiment une âme au lieu. Hein. C'est tout à fait ça, vas-y, je t'en prie. En fait, ici, la particularité, c'est qu'il est meublé quasiment Premier Empire, partout. Et donc là, Sophie, on a Talleyrand, le maître des lieux, et puis aussi celui à qui on doit l'acquisition, Napoléon, qui est là, avec ce buste. Il tourne la tête vers la porte. Ça, c'est dire qu'il ouvre la porte, c'est moi qui... Je vais donner un top à le marois. Vas-y, toi tu... Et action répétition. Top. Eh bien, que se passe-t-il le marois? Eugène de Beauharnais souhaite vous parler, mon général. Faites-le entrer. Parfait. Je ne m'attendais pas du tout à voir Napoléon. Mais dis-moi, on dit qu'ici c'est le château de Talleyrand, ministre de Napoléon, mais il est venu ici? Ah non, Napoléon n'est jamais venu. C'est pour ça qu'on a la chance de l'avoir et c'est même assez cocasse de l'avoir dans la demeure de Talleyrand ici à Valençay. Et alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils ont complètement transformé cette pièce. C'est méconnaissable. Et moi, c'est ce que j'aime dans ces films. C'est de voir les coulisses, l'envers du décor. Et là, tu vois, c'est absolument magique. Et puis alors, avec Maxime de Boville qui est là en plus en Napoléon, il le tient tellement bien. Très bien le personnage. Regarde son regard, c'est assez fabuleux quand même. Clap. Allez, ça peut aussi clapper. Action. Eugène de Beauharnais souhaite vous parler, mon général. Faites-le entrer. Coupé. C'est coupé, merci. Allez, on passe au master. On y va, donc, pardon, travelling. Voilà, Sophie, je te présente Vanessa. Tout va bien, Vanessa? Bonjour Sophie. Enchantée. Enchantée, ravie de te rencontrer. Non, mais c'est moi qui dois te dire ça. J'étais très impressionnée par la scène qu'on vient de voir. Qu'est-ce qui s'est passé là? Alors là, on était sur la rencontre de Napoléon avec Eugène de Beauharnais, 14 ans à l'époque, fils de Joséphine de Beauharnais, qui vient supplier Napoléon de lui rendre le sabre de son père. Son père a été guillotiné pendant la Terreur. Merci, mon général. Alors, La Guerre des Trônes, c'est une série documentaire fictionnée, un docu-fiction, hein, comme on dit, qui retrace la grande histoire de l'Europe. La grande histoire de l'Europe. On a commencé avec la guerre de 100 ans. Et là, on en arrive donc à Napoléon. On a fait toutes les étapes depuis 8 ans. Et on est assez fiers de ce qu'on fait. On a la chance de tourner en plus toujours dans des décors naturels qui s'adaptent à l'époque que nous traitons. Le décor est un personnage en soi. Hein. Absolument, Bien absolument. Sûr. Place à l'histoire avant de retourner dans l'époque contemporaine en ta compagnie. Merci pour ces quelques minutes que tu m'as accordées. Je te garde un rôle. Avec plaisir, avec plaisir. Et pour finir, Sophie, je t'ai réservé une petite surprise. Regarde. Ah, génial. On sait recevoir au château de Valençay. Hein. Eh oui. Bonjour. 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 Moi, c'est Sophie. Moi, c'est Federico. Enchanté. Enchanté, Federico. Federico ou Federico. Federico. Italien. Italien. C'est... Regarde, on a nos amis du tournage de La Guerre des Trônes. Coucou. Salut. Salut. Je te vois prendre des photos. Bah ouais, c'est super. Du château. Pourtant, tu le connais bien, le château. Ouais, mais c'est la première fois que je le vois comme ça de haut. C'est trop beau. C'est vraiment magnifique. C'est vrai que ça nous donne une autre perspective
Oui, on voit en fait toute l'importance du domaine, le jardin, les vignes, la maison du jardinier. Les écuries. Les écuries aussi, ou le jardin à la française, le grand parterre fleuri, le parc, et puis tout ce domaine qui s'étend sur 50 hectares environ. Et à l'époque, en fait, ça s'étendait sur 20 000 hectares. Donc le domaine historique, c'est 20 000 hectares. Le domaine historique, c'est 20 000 hectares. Ce château, c'est vraiment la fierté de la ville, mais c'est aussi la fierté en fait de tout le département. Ici, à Sidia, il n'y avait plus de commerce depuis, je dirais, à peu près une quinzaine d'années. Donc on n'a pas vraiment d'endroit pour se croiser. Et donc maintenant, on se voit. On se croise à la boulangerie. J'ai beaucoup de personnes plutôt âgées. Ils me disent d'ailleurs souvent restez, on est trop contents que vous soyez là. Et donc voilà, n'ayez crainte, je suis là. Loubna a ouvert un fournil dans son village de moins de 300 habitants. Avec son mari charpentier, et grâce à une campagne de financement, elle a restauré cette grange abandonnée. Mes clients, ils sont toujours très encourageants, donc ils sont vraiment aux petits soins. Ce serait difficile de ne pas se sentir plus valorisé. En fait, c'est eux qui viennent au-devant pour me demander « Vous allez fermer un petit peu pendant les vacances scolaires ?» Ah bah c'est super, bah oui, il faut profiter des filles. Parfois, ils me disent même qu'il faudrait que je mange un peu plus. Elle passe plus de 70 heures par semaine au four et au pétrin. Avant, Loubna était guide conférencière. Elle a travaillé à Toulouse et dans la Manche, avant de revenir dans le Berry où elle a grandi. Je prends ça vraiment comme une responsabilité parce que on peut entendre qu'on a des territoires où ça manque d'activité. Poser le constat, c'est une chose, mais j'estime que voilà, à la trentaine, si on se sent un peu l'âme de monter des projets, en fait, c'est le moment propice pour le faire, quoi. On a un bâti qui est extrêmement peu cher, on a un territoire qui est très préservé sur bien des aspects. Et en fait, c'est idéal pour des gens comme moi qui n'ont pas forcément un fort capital. Bonjour. Je me dépêche. Indiquer petit épeautre. Hop. Et puis deux muffins myrtilles. Ouais, c'est framboise et myrtille dedans. Deux? Ouais, ça. Avec ses pains, Loubna valorise les producteurs qui s'engagent comme elle. Les graines de courge de Sabrina et Victor, les framboises de Charlie et les myrtilles de Mélodie. Et voilà. C'est tout bon, merci. Loubna n'est pas la seule de sa génération à investir sa ruralité. Chef. Attention, ça va aboyer aussi. Sur une autre commune, d'autres jeunes femmes ont inspiré Loubna au moment de son installation, il y a 2 ans. 16, 17, 18, 19, 20. Trompette. Allez, zop. Elles sont sœurs et agricultrices. À leur manière, elles ont repris la ferme de leur père. C'est bon, Juju? Ouais. Elle pâture toute l'année et en plus, elle mange du foin et les céréales que Sandy produit. Donc on a chacune notre ferme. On est indépendantes chacune chez soi et on est associées sur la transformation et sur la commercialisation du coup de tous nos produits. Moi, j'élève des chèvres, des brebis et des cochons aussi. J'ai des vaches. Enfin, voilà. C'est une vraie ferme diversifiée. Et Sandy, elle, sur sa ferme, elle fait de la céréale, elle fait des huiles et des farines. Et son conjoint fait la bière. On a une autre sœur qui fait des poulets et du lait de chèvre aussi. Clairement, on s'entraide beaucoup, en fait. Voilà, on peut faire des chantiers à plusieurs. C'est effectivement rassurant et à la fois,
ça nous conforte, mais voilà, on se sent moins seul. Effectivement, c'est pas rien de tenir une ferme. Hop. Et voilà la traite du jour. Justine a toujours voulu travailler dans l'agriculture. Elle a fait ses études en Bretagne avant de revenir dans le Berry. Sandy, elle, faisait du droit de l'environnement, mais elle trouvait que c'était trop long de changer les choses par la législation. C'est aussi les animaux en fait que Justine initialement a choisi d'élever, qui nous dictent en fait finalement nos productions, puisque du coup tous les résidus de nos ateliers, que ce soit ceux de la meunerie ou de l'huilerie ou de la brasserie, tout ça, ça repart aux animaux pour en fait les alimenter déjà avec un moindre coût, mais aussi pour revaloriser ces matières. Sur des années un peu plus difficiles, on tient l'équilibre malgré tout, parce que nos productions en fait elles se complètent, et si l'une ou l'autre va être un petit peu moindre, bien les autres voilà, vont prendre le dessus. Est-ce que je peux goûter? Oui. Ensemble, elles ont monté un magasin de producteurs qui accueille aujourd'hui les produits d'une soixantaine d'artisans. Avant, il n'y avait qu'une auberge dans le village. Les initiatives transforment la campagne berrichonne. Dis-moi mon loup. À Monaco. Dans quel verre? Celui-ci. Dans un autre village, ce bistrot a été récemment repris par un couple. Depuis 10 ans, ils habitaient en face. J'ai mis une blonde. Après, en bouteille, j'ai de l'ambré si tu veux. Hein? Mon rêve à moi, c'était d'ouvrir quelque chose de campagnard, une épicerie ou quelque chose vraiment dans un petit village pour faire vivre les petites âmes, papoter avec tout le monde, recréer un lieu familial. Bonsoir. Bonsoir à tous, à toutes et à tous. Merci d'être venus, d'avoir répondu présent ce soir pour cette soirée au Brain Bar. C'est la 46e soirée au Brain Bar. C'est cool. Tous les mois, Thomas organise des concerts. Il fait venir des groupes du Berry et même d'Allemagne, du Canada ou des États-Unis. Vélo 1705. Un taureau vendu en maigre 2021, 620 kg. Et on démarre à 5,50, 50 pour la 52, 5,52 le 4, 5,52 pour 5,54, j'ai 5,50 le 4, 5,52 le 4, 5,70 c'est bien vu, 5,70 pour 5,72, j'ai 5,70 vendu le numéro 4. Vélo 1700 €. Là, on est sur le marché au cadran des Héroles. Pourquoi on l'appelle comme ça? Parce que c'est circulaire. D'accord. Comme un cadran. On est vraiment au carrefour de la Haute-Vienne, de la Vienne, de la Creuse et de l'Indre. Donc c'est hyper stratégique. Et c'est vraiment un marché emblématique, un des plus vieux marchés de France, puisque déjà au Moyen-Âge, on commerçait entre la région, on va dire, occitane et le Berry. L'eau 100, les 6 brouteurs avec ses DKT8 plus de 60 jours, avec ADD. Alors là, Sophie, tu vois, c'est l'eau d'un ami d'Hervé qui est justement là, qui prépare la vente. Bonjour Hervé. La pression monte là? En fait, quand c'est les siens, oui, toujours un peu. Donc là, je m'étais fixé un objectif à 4,20. On n'y est pas tout à fait encore. 4,20, c'est le prix au kilo? Alors ça, c'est le prix au kilo vif, ouais. Donc ça monte là, 4,29, c'est bon? Ouais, c'est pas trop mal. Là. On est dans les cours qui sont pas mal. J'ai 1610 €. Et là, je vous ai vu faire un petit geste, un petit là, signe. en fait, le vendeur nous demande si on est d'accord de valider la vente au prix affiché. Donc on valide ou on ne valide pas. Ça va très très vite. Ça va assez vite, ouais. Ah, et là, les animaux sont en place environ moins d'1 minute. C'est 6 mois de travail qui est évalué en 1 minute. Alors après, là, c'est simplement ici. Chez nous, on peut les négocier plus longtemps, on n'a pas de problème. Mais bon, ici, si on les fait passer plus longtemps, après, on n'a pas le temps, la journée va pas être assez longue. Il va y avoir quand même 400 animaux qui vont se négocier aujourd'hui. 5,62 € pour
5,64, c'est bien vu, 5,64 pour 5,66. Toi, tu connais bien ce milieu-là, du monde paysan. En fait, moi, je suis petite fille de Maquignon. Donc, de Maquignon, c'est le négociant. Et quand j'ai commencé dans l'élevage, j'allais au marché et j'étais un petit peu la coqueluche auprès des vendeurs, puisque j'étais souvent la plus jeune et la seule fille. Donc, parce que c'est quand même, ça reste un milieu très masculin. Dans ta famille, on est éleveur depuis combien de temps? Au moins depuis 4 générations. Ça a toujours été dans mon ADN, l'élevage. Ouais. J'ai toujours été à la ferme après l'école. Ouais. Et j'ai toujours passé mes week-ends avec mon grand-père pour véler des vaches. Mais j'ai quand même souhaité faire autre chose. J'ai été aussi attirée par le monde du tourisme et j'ai travaillé pendant quelques années en région parisienne, sur Paris et en région parisienne dans des agences de voyage. Ouh là là, ça a dû te changer quand tu es revenue t'installer ici. Ma vraie nature, c'est d'être en Brenne. C'est un petit écrin au milieu de la France, un petit écrin préservé avec plus de 3200 plans d'eau en pleine région des Plaines. C'est une région de production piscicole, puisque nous sommes la 2e région piscicole de France. Et on est aussi une région d'élevage, et essentiellement d'élevage bovin. Et on a aussi quelques élevages ovins. Alors voilà, on arrive enfin chez toi, à la ferme des Butons. On va changer les vaches de champ, puisqu'on pratique le pâturage tournant. Et pour ça, au lieu d'y aller en quad ou à vélo ou à pied, nous, on y va à cheval. Allez, on est parti. Qu'est-ce qui t'a fait choisir les chevaux pour travailler avec ton troupeau? On a commencé à acheter une jument de bétail. Et après, on s'est rendu compte qu'à cheval, on était en sécurité et on fatiguait beaucoup moins. Et on est toujours dans le calme. Ça nous a vraiment plu d'être en harmonie avec notre troupeau à cheval. Allez, ho! Chut, 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 chut! Allez, on pousse, on pousse, on pousse! Allez, ho! Donc là, à ta droite, t'as le taureau. Bien, là, il vit dans de bonnes conditions. L'herbe, c'est la meilleure des alimentations pour les vaches. C'est des herbivores, elles doivent manger de l'herbe. On va déguster un bon petit repas avec du Black Angus. C'est ce qu'on sert à notre table d'hôte et à la ferme auberge. Tu as essayé de te diversifier dans tes activités? On s'est installé en 2006 et en 2008, il y a eu la première crise. Et lors de la première crise, on a perdu 150 € par bovin. Ça veut dire que nous, on n'avait plus de marge. Donc on a essayé de trouver des solutions pour viabiliser notre entreprise et pour aussi avoir du revenu. Et c'est comme ça que je suis venue à faire de la vente directe. Et de fil en aiguille, j'ai monté une table d'hôte, une ferme auberge et maintenant des hébergements. Et c'est très valorisant pour nous parce qu'on va du champ vraiment à l'assiette au consommateur et c'est plaisant. Donc, elle a l'air extrêmement tendre. Hein. Ah, ça, c'est la particularité du Black Angus, c'est hyper tendre. Alors là, tu as autour de la table les plus grands critiques gastronomiques de la Brenne, en la personne de ton mari, tes filles et ton neveu. Et Ilan, mon neveu. Ça rigole pas, là. Alors, tu m'as confié que tu t'étais orientée
vers une autre perspective professionnelle avant de revenir ici. Aucun regret? Ah non, zéro regret. J'ai bien aimé travailler en agence de voyage avant. Ça m'a permis de mettre du tourisme dans mon activité. Ouais. Ça me permet d'être crédible dans ce que je fais. Mais j'ai zéro regret parce qu'on a un cadre de vie qui est exceptionnel. Ouais. Les filles, elles passent leur vie à cheval, dans des espaces quand même préservés. Ouais. Tu étais dans quel secteur d'activité avant de te lancer? J'étais dans la construction métallique. Donc, j'étais conducteur travaux. Pour essayer, Cédric a travaillé 2 ans chez mon père. Ouais. Avant, pour voir si vraiment ça lui plaisait, parce que c'était quand même un changement radical de profession. Donc, il a été ouvrier 2 ans. Et après, il a fait le processus pour s'installer. Comment tu te sens là aujourd'hui, toi? T'es heureux de ce choix? Ah, bah, bien sûr, je suis heureux de ce choix. Ouais. Bah, on trinque à se déjeuner en famille. Ah, bah, avec Merci plaisir. pour l'accueil. Merci. Santé. Donc c'est votre première fois dans la région, messieurs. Ouais. C'est un baptême. Exactement. Donc là, nous allons parler géologie, climat, agriculture. C'est comme à l'école, mais c'est plus fun. Adélaïde, la viticultrice qui conduit ses vacanciers en visite dans les parcelles de Sancerre, avoue volontiers qu'elle se serait bien imaginée pilote de course. Accrochez-vous. Regardez comme on est bien là. Hein, c'est pas mal, hein? Chaque année, on a planté un petit peu, voilà, quelques parcelles de vignes. Et on est sur des sols silex et précisément argilo-silex. Donc à chaque terroir, on aura un profil aromatique différent. Sur le silex, ce qui caractérise, c'est la minéralité. C'est parti? Le Sancerre est un monocépage. Du Sauvignon blanc pour les blancs qui représentent 80% de la production. Alors, tout est dans le sol, tout est dans le terroir. Et là déjà, si on regarde à droite, là, on est sur du calcaire. Donc là, ça donne en général des vins qui sont beaucoup plus fruités. Là, c'est une petite parcelle qu'on a plantée en 2020. Nous, on a une chance, c'est que toutes nos parcelles sont toutes entourées de haies ou d'arbres. D'accord. Ça permet de réguler la température. Alors, c'est quelque chose qu'on ne prenait pas forcément en compte il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, on constate tous la même chose. La vigne, c'est une plante qui est très, très sensible, justement, aux modifications de climat. Allez, on fait son plus beau sourire. Avec son mari, ils ont acquis le plus petit domaine de Sancerre. Alors l'avantage pour nous d'avoir une douzaine de parcelles qui sont clairsemées tout autour de la colline de Sancerre, c'est un petit peu l'expression de ne pas avoir tous ses œufs dans le même panier, c'est de pouvoir avoir des expositions différentes et puis aussi de limiter les risques liés aux aléas climatiques. Avant les années 2000, on avait ce qu'on appelle des accidents climatiques, c'était surtout des orages de grêle violents ou alors des gelées, mais c'était une fois tous les 10 ans. Aujourd'hui, c'est tous les ans. La météo n'a pas été très propice pour la floraison, malheureusement. Ces dernières années, Damien n'effeuillait plus sa vigne pour protéger les raisins de la canicule. Aujourd'hui, il revient à cette technique car ces derniers mois, les pluies ont été trop importantes. Il s'est aussi équipé de tours antigel qui brassent l'air pour le réchauffer. Comme beaucoup de vignerons, il s'interroge sur les conduites à tenir. On entend la messe. Un peu de bâté berrichon. Aujourd'hui, il a invité quelques membres de la coopérative viticole. Donc oui, il y a des recherches sur des biocépages. Donc c'est vrai qu'on se pose des questions sur la faisabilité de ces vieux cépages-là à l'avenir. Le souci, c'est quand on plante de la vigne, il faut 3 ans pour que ça produise. Il faut 3-4 ans derrière pour savoir si le vin sera bon. Donc ça fait une petite dizaine d'années. Il faudra pratiquement aujourd'hui une génération pour nous sur le vignoble de Valençay de pouvoir justement trouver une alternative par rapport au réchauffement climatique ou au changement climatique. Compliqué et puis qui est surtout l'enjeu pour les générations futures. Voilà. Enfin bon, qu'est-ce qui reprend un peu de charcuterie? Pour les vins du futur,
les expérimentations d'hybridation de cépages sont en cours pour envisager une évolution du cahier des charges des appellations. Ah oui, c'est bon après le petit-déj, c'est génial. Ces jeunes sont en formation ouvrier viticole. Taille, vendange, travaux de cave, ils sont polyvalents. Là, c'est en fin de l'année, c'est quoi ce Sancerre? Vous voulez nous en parler un petit peu? Il faudra qu'on apprenne les étiquettes. Donc, le Sancerre, du coup, c'est sur un terroir argilo-calcaire. On peut le garder 2 à 4 ans. Pourquoi Aujourd'hui, ils doivent piloter une dégustation au camping de Sancerre, sous la houlette de leur formateur Raphaël. Le relationnel, ça va, mais les vins, c'est du par cœur. En contact client, c'était très bien. Vraiment. Bon, malheureusement, ils n'ont pas acheté. C'est des travaux qui sont manuels, des travaux qui sont rudes, qui se font en extérieur. On a une jeune génération qui va avoir un engagement un peu plus marqué sur des pratiques agroécologiques. Il faut savoir que les ouvriers viticoles et les ouvrières viticoles, c'est les premiers à être au contact aussi des traitements. Et donc, ils ont cette volonté d'être dans une démarche des plus naturelles possibles, avec un accompagnement du vivant et des parcelles nettement moins traitées. Sur un territoire où l'économie locale est liée à la viticulture, les enjeux sont nombreux. Le réchauffement climatique fait augmenter les degrés d'alcool du vin. Il met en danger la typicité des vins de Loire. Secs, vifs et frais. C'est un véritable petit paradis naturel, là. Hein. Exactement. Alors ici, on est au Blison. Et l'étang d'après, c'est Pied-Chevreau. Et moi, je suis née entre l'étang du Blison et l'étang de Pied-Chevreau. Mais réellement née. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je suis née prématurée et je suis née à la ferme. Ah ouais, t'as maman, quel courage. Il a fallu, dis à la donc. ferme. Ah donc, ouais. je suis la dernière à être née sur la commune de Saint-Michel-en-Brenne. Et je suis une vraie vente jaune. Une vente jaune? Parce qu'on est dans un territoire où il y avait beaucoup de marécages et il y avait beaucoup de malaria. Donc, en fait, on n'était pas en très bonne santé. Donc, on avait le ventre jaune, un peu le teint jaune, parce que le foie est un peu abîmé par les parasites. Ok, mais toi, t'es née en bonne santé, t'as une santé de fer aujourd'hui. Hein. Exactement, moi, je me suis battue le jour de ma naissance pour vivre. Ouais. Alors aujourd'hui, on y va. Exactement. Pour être bien dressé, il faut au moins 4 ans. 4 années. Il est beau ce troupeau qui arrive sur nous, là. Ah, bah oui. Donc ça, c'est notre voisine, c'est Anne. Bonjour Anne. Bonjour Sonia. Ça va? Bonjour Sophie. Bonjour Anne. Donc c'est journée de transhumance aujourd'hui? Ouais, super. Moi j'adore ça parce que on est avec les gens, ils te posent des questions. Ouais. C'est trop bien. T'as combien de têtes là? Là il y a 160 brebis. Et tu as un âne dans ton troupeau? Mon ânesse qui s'appelle Fanette, qui est la chef du troupeau un peu. Hein. Elle est gardienne du troupeau en fait. Et lorsqu'il y a des prédateurs qui viennent dans le champ, elle les chasse. Quelle autorité? Bah, je serais renard ou chien, je me fierais pas, franchement. Parce qu'elle fonce la tête ouverte comme ça et elle est géniale. On avance, on avance. Parce que si on n'avance pas, elles vont pas avancer. Reste derrière! Reste derrière, mon ourson! Reste derrière! Non, 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 non! Très bien! T'as vu le travail des chiens? La particularité du border, c'est que c'est un chien qui ramène le troupeau et qui pousse le troupeau. Il fait vraiment le boulot de 4 ou 5 hommes. Hein. Et Anne est vraiment douée pour dresser ses chiens au bétail. Viens, ourson! Viens! Elle peut mener ses troupeaux toute seule. C'est vraiment des moments où on sait pourquoi on fait ce métier. Même si ça peut être difficile parfois, c'est pour des moments de partage, puis des moments de complicité avec les animaux. Et c'est pour ça qu'on fait ça.
Je sais, t'es pas contente, je sais. Elle râle. Mais pourquoi elle râle? Parce que ça leur plaît pas. Elle se plaisait beaucoup là-bas. Elle l'exprime très bien qu'elle n'est pas d'accord. Ouais. Elle dit quand même. Non, elle n'est pas contente. Elle est trop marrante. Ça fait combien de temps que tu as ce troupeau? Ça fait... j'élève du mouton depuis toujours. Je suis née avec le mouton. Mon père était berger aussi. Je crois que j'ai ça dans les veines. Voilà. C'est vrai. Moi, j'aime beaucoup ton t-shirt. Merci. Plouk is not dead. Ça, c'est un slogan. Ça veut tout dire. Ouais. Et Plouk, c'est pas du tout péjoratif. Hein. Et non, qu'on sache. Fier d'être paysan, on le porte comme un étendard. Hein. Complètement. On dit toujours qu'on est des paysans et pas des agriculteurs, parce qu'on est des acteurs du paysage. Et c'est un métier qu'on fait aussi pour défendre la ruralité, défendre notre territoire en respectant notre territoire. Complètement. C'est ce qui donne du sens aussi à notre métier. Ici, dans le Berry, on est vraiment au centre géographique de la France. Vous vous sentez comme étant un cœur un peu battant? Ouais. À fond. Pour rien au monde, j'aimerais quitter. J'habiterai ailleurs qu'ici, ça c'est sûr. Tu es native d'ici? Je suis native. Je suis née à Châteauroux. Ça va. Mon père est breton et ma mère est kabyle. Beau mélange, beau métissage. Bah ouais, et moi je suis née ici quand même, donc j'ai vécu ici. Je connais les gens d'ici et c'est ma région, voilà. Vous me touchez beaucoup, toutes les deux, parce que je trouve que vous êtes des belles ambassadrices de ce magnifique territoire qui est le Berry, un territoire aux multiples identités, mais un territoire riche et varié. Hein. C'est vrai que le Berry, il mérite d'être plus connu. Ouais. Mais à la fois, on veut bien des touristes, mais pas trop non plus. Voilà, tourisme diffus. Très bien. Je voulais vous remercier et te remercier en particulier de m'avoir accueilli chez toi, en famille et entre amis. Et bien avec grand plaisir. Alors ça, j'avoue, c'est un peu sport, mais c'est vachement drôle. C'est quand le frein de la roulette ne suffit pas, et ben on fait ça en plus. C'est un peu à l'arrache. C'est la première fois que je fais ça. Faut juste bien garder les appuis solides, j'imagine, et pas se casser la gueule. Moi j'appelle ça le frein manouche. Parce que quand j'ai voyagé avec des manouches, c'est eux qui m'ont appris ça. C'est bon, Elena? C'est bon? Maintenant, il va falloir pousser. Ah, bah alors! C'est bon? Le cirque Bidon est en ville. Mesdames et messieurs, veuillez l'accueillir avec son monsieur loyal et créateur, François. Par hasard, je connais une trapéziste qui m'a fait connaître le cirque. Et on avait rêvé ensemble de faire un petit cirque comme ça, avec des chevaux, des roulottes, familial et poétique. Avec elle, ça n'a pas duré longtemps, mais par la suite, je l'ai fait tout seul de mon côté. Ah bah, le principe, c'est de faire... de présenter des spectacles, même dans les tout petits pays où il n'y a jamais rien personne qui s'arrête. Le public, les gens, ils ont des étoiles dans les yeux, c'est des regards neufs et tout, et c'est assez touchant. Allez bébé! Depuis 50 ans, le cirque Bidon part en tournée, souvent en Italie. Une année sur deux, ils viennent dans le Berry, où François passe l'hiver. Tu es monté. C'est juste simple et beau. Et ça réchauffe le cœur des gens et on travaille dur pour ça. Et donc au final, on récolte ce qu'on sème. Aujourd'hui, les artistes installent leur campement à Éguzon. Ils viennent de toute la France pour leur tournée Bidon. Attends. Allez, c'est fini. François travaillait le bronze. Ses travaux sont toujours en place sur l'Arc de Triomphe et au Carrousel du Louvre. Après mai 68, il a quitté Paris, sa grande fratrie et ses parents ouvriers, qui avaient fui la Normandie bombardée après la Seconde Guerre mondiale. Tu m'as fait prendre la route. Le confort de mon boulot à Paris, ça m'a fait peur. La sécurité, faire toute ma vie la même chose.
Et j'ai préféré l'aventure et l'imprévu. Et j'ai été gâté. Tu peux me passer son licol, Léo, s'il te plaît? Allez, vagabond, recule. Dans sa vie de bohème, François avait déjà rencontré Anthony sans le savoir. À l'époque, le cavalier était à l'école primaire. D'amour et d'eau fraîche, ça. Avant, il travaillait au Puy du Fou. Cette année, il a rejoint le cirque Bidon. Moi, j'ai vécu 18 ans dans le Berry, du coup. Et j'ai vu, en fait, les spectacles de quand François est arrivé dans la région. Donc, c'était bien cool. Et du coup, ça m'a remémoré tous ces souvenirs-là quand j'ai décidé de postuler ici. Suite à des expériences un peu plus conventionnelles, usine un peu plus du spectacle, entre guillemets, je me suis dit, mais en fait, c'est exactement ce que je voyais étant gamin que j'ai envie de faire maintenant. Allez, tout le monde se couche. Voilà, on a des nouveaux voisins, ça c'est bien. Ouais. 10 et ils sont adorables. On ira vous voir, vous êtes pas loin. Chouette, vous voulez venir quand? On va voir, on emmènera les petits. Ah ouais? Hein? Bon courage pour l'installation. Du coup, on l'amène Encore un poil même. Encore un poil. au niveau du nœud. Voilà, quand même. J'ai comme un petit décalage là, un peu à gauche là. Comme ça. Encore. C'est un Mac bidon. Mais c'est quoi au juste un cirque Bidon? Bidon, c'est pas raté, mais c'est... C'est bidon, quoi. Je sais pas trop comment dire. Tu te définirais comment, toi, bidon? C'est compliqué. C'est quelque chose qui se prend... Un peu ridicule, qui se prend pas trop la tête. Ouais, voilà, qui se prend pas trop au sérieux. Une forme de pureté. On se la pète pas de je sais pas quoi, on sait qu'on est bidon, donc de toute façon, ça peut être que bien vu qu'on part sur un truc bidon. C'est comme une esbrouffe, mais je pense qu'au bout de 48 ans, l'esbrouffe, elle commence à être réelle. Enfin, ne plus être une esbrouffe. Pour moi, c'est tout sauf bidon, en fait. On va vraiment à l'essentiel. Aujourd'hui, on est le 17. Oui, 17 aujourd'hui, demain, jusqu'à demain. Bon spectacle à vous. Merci. Bonjour. Oui, bien sûr. C'est la 3, ça sera ou la 3, non, 4e fois, je crois. Tu les avais vus déjà avant, toi. Ça sera la 5e, toi. On est des fans. Donc 13 €, s'il vous plaît. Je crois que je vais avoir besoin d'un peu d'aide. Et ça tangue un peu, là. Ah ouais, ça tangue beaucoup, là. Loufoque, absurde, drôle, bref, c'est bidon. Voilà, Paul, bonjour. Bonjour. Bonjour, Sophie. Je savais qu'en venant
au village de la Borne, je te retrouverai dans un atelier de poterie, parce que c'est vraiment le village des potiers. Bonjour, moi c'est Sophie. Marie, enchantée. Marie. On est chez toi là, ici. Absolument, dans l'atelier Beyer-le-Rat. Mais il y a combien d'ateliers de poterie ici à la Borne, Paul? Une trentaine d'ateliers de céramistes dans le village, c'est ça, Marie, je pense, à peu près? C'est à peu près ça. On est 200, 220 habitants, donc ça fait une forte proportion. Et si on compte les proches alentours des céramistes qui travaillent presque tous à la Borne pour les cuissons, il y a plus de 100 artistes. Et les créations de Marie t'inspirent alors? Qu'est-ce que tu étais venue chercher ici? C'est joli tout ça. Je suis venue chercher des petites assiettes et des petits plats. Voilà. Et Marie m'aide à imaginer ce que je peux mettre dedans. Parce qu'elle connaît le principe des petits déjeuners des Jardins de Malin, ma maison d'hôte. Bon, je suis curieuse et impatiente que tu me racontes ton installation et ta vie ici au village, mais j'aimerais bien aussi que tu me dises, est-ce qu'il y a des ateliers où je pourrais apprendre ici à faire peut-être de la poterie, de la céramique, je ne sais pas. Beaucoup. Ouais. Donc on va remonter par une des petites sentes du village. Les sentes, oui, c'est ces petits chemins là. Les petits chemins qui sont pas bitumés, qui sont entièrement naturels, très bucoliques et qu'on ne voit pas forcément quand on est sur la rue principale en fait. Il a plein de petits trésors cachés en fait ce village, on s'attend pas du tout à ça. Tu vois, Sophie, la rencontre avec ce lieu, avec la Borne, nous a permis de changer de vie. Avec mon compagnon, Hugues, on a vécu toute la vie d'avant en région parisienne, a travaillé beaucoup, tous les deux, comme cadre. Moi, je suis journaliste, il travaillait dans le livre jeunesse. Et on avait, aux âges qu'on a, envie de retrouver la sérénité. Quand on a trouvé la Borne, un peu une banale histoire de coup de cœur qui nous a fait rester ici. Tu vois, depuis que je vis ici, j'ai découvert ce que c'est qu'une vraie nuit passée dans le noir et dans le silence surtout, parce qu'on a le luxe de pouvoir avoir du silence. Et c'est le vrai bonheur. Ça, c'est une chance, en effet. Alors, je te fais faire un tout petit détour pour te montrer le plus grand four de la Borne, qui est impressionnant. Voilà. Ah oui, en effet. François Quinet qui expose ses pièces maintenant dans ce four et on tient dedans. Magnifique. Voilà. Et tu vois là, c'est tout le sel, c'était des cuissons au sel qui a créé tout cet émail qui est impressionnant. Ouais. Voilà, Sophie, je te présente Lolo, qui est une amie qui est céramiste. Bonjour, Paul. Bonjour, c'est Sophie. C'est Sophie. Ouais, exactement. J'ai les mains sales. Oh, c'est sale et c'est pas sale. Allez, c'est sale et c'est pas sale, exactement. Salut, Lolo. Bonjour. Je vais juste finir. Charlotte, qui est Bonjour, très... Charlotte. On te dérange pas, Charlotte. On te dérange pas, on te laisse finir. On démarre tous comme ça. Et les 80 qu'on est, on en fait des choses différentes. De la même balle. Donc oui, tous les potiers qui sont ici ont Voilà. un style très différent. C'est C'est ça. la raison pour laquelle vous êtes aussi nombreux à vous être installés dans le village. C'est ça. C'est que vous avez tous votre identité. Votre... Et on n'est pas concurrents, puisque c'est comme une écriture, on t'apprend le B.A.B.A. On va faire ce qu'on appelle un bol pincé, qui est une forme ouverte. C'est un travail, oui, qui peut être très rapide, ou on affine, et ça peut durer un certain temps. Mais regarde Charlotte, comme elle progresse vite. Qu'est-ce qui t'a amené ici, toi, Charlotte? Je me suis dit, pendant les vacances d'été, je vais y aller faire un stage à la Borne. Et c'était en 1972. Je suis arrivée au mois de mai. Et tu es restée? Oui. Vos histoires sont formidables parce que je comprends un moment quand on a trouvé son endroit, on se dit... Bah. Moi, je me suis arrêtée ici en retour de vacances. Il y a un potier qui m'a dit... Vous cherchez pas du travail parce que je cherche une assistante, vous commencez lundi. Et j'ai appelé mon mari, j'ai dit non seulement je vais les faire, mais je crois qu'on va rester. On va rester là. Et puis j'ai vu une cuisson dans la forêt, c'était à l'automne, des flammes de 2 mètres, personne ne leur disait rien, même ça applaudissait, qu'il y ait du feu, et j'ai dit ben c'est forcément là quoi. Ouais. Ici on a cultivé la pièce unique. On n'a pas fait de la pièce à touristes.
il est peut-être temps de se poser la question du « dans quoi je mange ?» D'où vient mon assiette? On s'intéresse à ce qu'il y a dans l'assiette. Et pour moi, c'est logique qu'à un moment donné, on se pose la question de où vient mon assiette? D'où vient mon bol? Est-ce qu'il a traversé la moitié de la planète pour être vendu 2 € en grande surface? Ou est-ce qu'il est un petit peu plus cher, mais fabriqué ici? C'est la même chose qu'on se pose en alimentation, en fait. On se le pose pour le contenant. C'est un peu le bol sans échec, normalement. J'espère, moi, je suis capable de tout casser, moi. J'en mets partout. Hein. Et confiance. Ouais, bah, je comprends pourquoi vous êtes venu dans le Haut-Berry, vous installer ici. Parce que alors, là, moi, ça m'apaise, là, tout ce qu'on est en train de faire. Par rapport à la trépidante capitale, t'as l'impression que le temps est suspendu. En fait. Quand on a fini, on signe. Merci beaucoup, Lolo et Charlotte, de nous avoir accueillis ici. Merci. C'était un très beau moment. J'apporte le pain tout de suite. Hein. Ça va, prêt? Ouais, très bien. 60 km, m'a dit votre ami, jusqu'à Saint-Amand. Saint-Amand. Bon, ouais. Et j'espère que vous n'aurez pas trop chaud. Ouais, les couleurs du sud du Berry. Et ben c'est un bon plan. Est-ce qu'on est loin de Sancerre? On est à peu près à 50 minutes. Mais ça vaut la peine. Hein. Sancerre, c'est vraiment une super ville qui a eu le label aussi plus beau village de France l'année dernière. Avant, on était les seuls du Cher. Maintenant, on se partage avec Sancerre. Vous vouliez un peu de lait avec votre café, c'est ça, monsieur? Oui, volontiers. Je vais m'en occuper. Louise a aménagé ses chambres d'hôtes. Car en fait, elle a hérité de ce village, patrimoine de sa famille depuis 300 ans. Les 70 habitants d'Apremont-sur-Allier sont donc ses locataires. Comme les 5 commerçants et artisans du village. Ça va et vous? Oui. Dites-moi, je cherche quelque chose, peut-être que vous avez ça en magasin. Dites-moi. J'ai créé une petite chasse au trésor pour les enfants et les familles qui visitent le village, sur l'histoire du village. Et je cherche un petit coffre à peu près de cette dimension, en bois, qui fait un peu ancien. Je suis sûre que j'ai de quoi vous faire plaisir. Impeccable, comme toujours. Merci Babette. Bonne journée. Bonne journée. Qu'est-ce que tu fais? Depuis 9 ans, avec son mari, Louise a à sa charge l'entretien et la restauration de ce patrimoine. T'as vu le toit au-dessus de la lucarne, là? Autour de la lucarne? C'est normal, quoi, qu'il soit comme ça? Ah oui, vous allez voir ça. Attends, je prends une photo aussi. Mais normalement, le toit est pas refaire. Avant une on est allé dizaine le voir d'années. avec l'architecte. Okay. On a débarqué ici en famille avec nos 3 enfants. On en avait 2 à l'époque. Et donc c'était un peu comme une évidence, quoi. C'était notre tour, c'était le moment de reprendre le flambeau. Et c'est vrai que voilà, c'est toujours compliqué de passer l'étape. Nous, mon mari et moi, on était parisiens. On a grandi avec des maisons de campagne, donc on savait ce que c'était que la campagne, mais on n'avait jamais habité à l'année à la campagne. On a vécu au Canada, on a vécu à Paris. Donc c'était un vrai challenge pour nous de se dire, allez, on se lance dans l'aventure, on y va. Toiture, chaudière, huisserie. Pour financer les multiples chantiers à venir, le parc floral attire les visiteurs et les événements comme une fête des plantes. Bonjour Tony. Bonjour Louise. Vous allez bien? Ça va. Je viens prendre quelques fleurs pour les chambres d'hôtes. Ah oui. L'équilibre ici, il n'est pas facile à trouver. Justement, l'équilibre entre créer des activités touristiques comme les chambres d'hôtes, les hébergements pour pouvoir financer les travaux de restauration. Mais préserver une vie de village, c'est un tout petit village, il y a peu de maisons. Et si on transforme trop les petites maisons en hébergement touristique, justement, après, on n'a plus d'habitants. Et un village sans habitants, c'est vraiment pas possible, quoi. C'est vraiment triste. Pour faire vivre le village, Louise met aussi en place des animations à destination des scolaires et de la jeunesse. Là, je vais changer de personnage. Attention, je ne suis plus Louise, je deviens Marie. La descendante de Jean Pincin, maître carrier en 1864 à Apremont. Et aujourd'hui, je vous propose de partir avec moi sur les traces de mon ancêtre pour tenter de retrouver la maison qu'il habitait à cette époque. Rends-moi à la maison des mariniers. Alors là, il va falloir regarder sur votre plan. Aujourd'hui, avec des habitants du village, elle teste une chasse au trésor de sa création,
sa grande passion, comme elle dit. Notre enquête est de trouver notre indice 1 en nous rendant vers une ancienne carrière de pierre. Attention, elle a bien changé. C'est juste, c'est à l'opposé. Oui. Mais le cercle, il est vers les écuries. Oui. Bah, le cercle. Donc on va pas aller dans les écuries maintenant. Non, on va juste en bas. À partir du XVe siècle, Apremont devient un village de carriers, ceux qui travaillent dans les carrières de pierre. Il y a eu jusqu'à 300 habitants ici. La maison des mariniers, c'est ça. Oui, c'est ça là-bas. C'est celle-là. Eh bien, vous êtes trop fort. Peut-être est-ce la maison de mon ancêtre Jean Pinsin. Voyons, cette maison s'appelle la maison des mariniers. Un marinier était un marin d'eau douce, c'est-à-dire qu'au lieu de naviguer sur la mer, il naviguait sur quoi? Un fleuve. Alors, c'est pas un fleuve, mais la fleuve était pas loin. Une rivière. Donc voilà, en fait. Et qu'est-ce qui transportait, à votre avis, ces bateaux qui s'arrêtaient à Apremont? Il y avait quoi à Apremont avant? Des pierres. Bravo. Donc en fait, d'avoir la rivière, ça permettait de transporter des pierres partout dans la vallée de la Loire. Ces pierres ont navigué sur l'Allier pour aller construire les châteaux de Loire. Aujourd'hui, les berges se repeuplent. Louise veut restaurer un four à pain et accueillir un boulanger. Elle souhaite également rénover une maison de famille pour accueillir des stages et des entreprises en travaillant avec les activités alentours. Bonjour Sophie. Bonjour. Bien dormi? Oh là là. Mais oui, mais j'ai tellement bien dormi. Ça fait longtemps, franchement, que j'avais pas dormi comme ça. C'est très calme. Je sais pas, il y a quelque chose dans cette maison qui apaise. Cette maison, elle ressemble au village. Elle paye pas de mine de l'extérieur et elle est magnifique à l'intérieur. Et La Borne est un village qui se laisse découvrir beaucoup de l'intérieur. Moi, ce que j'ai hâte de découvrir et de goûter, c'est ton petit déjeuner. Est-ce que j'ai déjà vu un petit déjeuner aussi beau que le tien? Je n'en suis pas sûre. Avec ces petites fleurs là. Oui, j'ai mis des petites pensées sauvages et de la bourrache qui pousse dans le jardin. C'est souvent considéré comme une mauvaise herbe. Nous, on la laisse invasive. Nous, on la laisse s'installer. Donc tous les produits sont achetés le plus près possible. Ils sont bio, locaux, de saison. Donc c'est vraiment une cuisine la plus naturelle possible, quoi. Avoir du bon et du beau dans l'assiette, c'est le meilleur moyen d'être en pleine forme. Ouais, bah écoute, ça fonctionne très bien. Ça me donne le sourire, ça, et l'envie de continuer cette belle journée qui ne fait que commencer avec toi. Donc je vais t'amener maintenant dans une cathédrale. Ok. Je t'en dis pas plus. C'est vraiment un endroit qu'il faut découvrir avec son premier regard. Quelle chance tu as de vivre ici. À peine sortie de ta maison, on quitte le village de La Borne et puis ça y est, on est en pleine forêt. Oh. Tu m'aurais dit il y a 10 ans, tu vas aller vivre dans le Berry. Vivre à la campagne, c'était pas du tout mon truc. En fait, je me rends compte en vivant qu'il y a des liens humains et sociaux qui sont très importants. On connaît tout le monde. C'est pas du tout la campagne plouc où il n'y a rien. Et je crois que l'avenir se joue dans les campagnes. On va visiter la cathédrale de Linard. Tu vas voir, c'est un joyau de l'art singulier. J'ai hâte de découvrir ça. Regarde comme c'est majestueux. Ce que j'aime particulièrement regarder, je viens très souvent ici, c'est toutes les petites gargouilles qui sont partout. Il y a des œuvres partout, il y a des petits personnages partout et des petits messages partout. Bonjour mesdames. Salut Charlotte, comment ça va? Oui, ça va. Ouais.
Bonjour Charlotte, moi c'est Sophie. Bienvenue. Enchantée, merci. Ravie de vous accueillir. Merci, je suis à la fois surprise et assez fascinée par cet endroit. Pourquoi on appelle ça une cathédrale? C'est Jean qui l'a décidé ainsi. L'artiste Jean Linard qui a construit tous les lieux. Il était peintre, potier, bâtisseur, graveur. Il a plein de facettes. Et il voulait représenter sa foi. Une foi œcuménique. Tout à fait. Vous êtes accueillis par Jésus, mais aussi Bouddha, Mahomet, Baoula, un prophète hindouiste, qui a ses enfants, ses petits-enfants, qui étaient nombreux. Il y a eu 4 femmes et 8 enfants. D'accord, voilà. très bien. Et puis des gens qui l'ont inspiré, comme Gaudi, le facteur cheval, et puis Chagall, du Buffet. Le site s'étend sur combien d'hectares, là? Notre propriété sur à peu près 3 hectares, mais on a pas mal de forêts. Donc je dirais 800 mètres carrés à peu près pour le site. Et là, Charlotte, c'est quoi? J'ai jamais vu. C'est un autoportrait de Jean. Tu vois, on peut venir 10 fois, 15 fois et encore avoir à découvrir les œuvres. Donc, bienvenue dans la cour. C'était son lieu d'habitation au départ à Jean Linard? Oui, tout à fait. Il a commencé à construire la première maison que vous voyez là. D'accord. Et puis ensuite, tous ses ateliers. Et début des années 80, à la cathédrale. C'était son projet de vie. Et toi, Charlotte et William, vous êtes arrivés aussi ici pour bâtir un projet de vie, non? Ah oui, c'est vrai? C'est tout à fait Avec ça. ton compagnon? Oui. Raconte-moi. Donc moi, je connais le lieu depuis toujours. On a retrouvé des photos de moi dès 4 ans devant les œuvres. Donc je me souviens très bien de Jean. Ah mais que tu as connu? Voilà, tout à fait. Donc on est venu très souvent avec de la famille, des amis. Et c'est un lieu qui m'est cher. Et j'ai voulu le faire découvrir à William, qui est vendéen, qui ne connaissait pas le Berry. Et on est arrivé devant la cathédrale fermée et à l'abandon. Donc ça m'a fait beaucoup de peine de voir notre patrimoine tomber comme ça en désuétude. Et du coup, on s'est dit, faut faire quelque chose. Tu faisais quoi avec ton compagnon? Donc on s'est rencontrés à Paris, chez Christophe Michalak. Le grand chef pâtissier? J'étais chef adjointe à ses côtés. Pardon? Pendant plusieurs années. D'accord. Et j'ai travaillé également chez Pierre Hermé, en palace, en étoilé. Tu as quitté ces grandes maisons pour la cathédrale de Linard. Oh, c'est fou ça comme histoire. Voilà. On a développé toute une programmation culturelle à l'amphithéâtre avec des spectacles, du théâtre, des animations, plein de choses. Et donc on développe la partie restauration. Pour l'instant, on fait des choses très simples. On fait des glaces maison, des crêpes, un peu de salé. Voilà, en toute simplicité, mais avec des super produits. Félicitations, parce qu'avec ton compagnon, vous participez à sauver ce patrimoine culturel de la région. Donc, bravo pour ça. Merci. Bonjour Paul. Ça Bonjour va? Sophie. Bonjour, Oui. bonjour. Elles sont super sympas. Elles sont très gentilles. Ah ouais. Très très gentilles, très curieuses. C'est drôle, elles viennent chercher les câlins. les câlins. Tu t'appelles Pépette. Ah bah ça te va bien, ma Pépette. Tu les laisses toujours en plein air, Oui, comme ça? tout le temps. Été comme hiver, ils sont toujours dehors. Je fais à peu près les 17 hectares de prairies avec elles, tous les jours. Oui. Tous les jours, tous les jours. Ah ouais, tu pars en balade avec elles, vraiment? Tous les jours. Et puis quand il fait vraiment très très beau, avec mon mari, on prend les sacs à dos, les chiens, et on va faire le pique-nique avec les chèvres. Ouais, J'adore ça. Donc ça veut dire qu'elles ont toujours une bonne herbe? Oui, toujours. Hein? Bonjour Stanislas. Bonjour Sophie. Oui, c'est joli ce plateau, dis donc. Oh là 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 là. Voilà, je vous ai préparé une petite dégustation. Tu nous de prends nos par les fromages. sentiments là, hein? Ah bah j'espère, j'espère. Waouh. Alors le crottin de Chavignol, je le reconnais, c'est celui-ci. Voilà, je le reconnais exactement. parce que c'est mon fromage préféré. Hein. Bon. Je finis par sentir comme le vin. En fait. Moi je retrouve du bonheur quand Ouais. je goûte ce fromage. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Il a beaucoup du goût d'herbe, le goût de ce qu'elle mange. Et surtout, ce que je trouve chouette, c'est que tu n'as jamais un fromage qui a tout à fait le même goût.
C'est extraordinaire parce qu'on sent vraiment que vous avez trouvé une passion commune. Patricia, sa passion, c'est les animaux, moi aussi. Et Mais tu étais plutôt citadin, toi? Tu faisais quoi avant de t'occuper on n'en parle pas. Oui, j'étais citadin. Ça reste entre nous, mais tu étais citadin, quoi. Le pauvre, il était citadin. C'était une autre vie. Ah, il y a eu des choses qui arrivent. Mais qu'est-ce qui se passe là entre vous? J'ai l'impression que tout le monde change de vie. Le Berry, ça fait quelque chose, hein? On a une liberté extraordinaire qu'on paye très cher, c'est sûr, en termes de travail, d'énergie qu'on donne. Chaque jour, on a notre soleil, chaque jour, on a notre nuage, mais voilà, ça fait partie de notre vie et c'est notre petit paradis. C'est notre petit paradis à nous. Merci de nous avoir fait partager votre petit coin de paradis et surtout de nous avoir fait goûter vos fromages. Je vous pique un tout petit bout de fromage encore avant de partir, parce qu'il est vraiment délicieux. Moi aussi, je peux. Oui. Bienvenue sur les bouchers. Vous êtes en vacances? Oui. Super. Jane est aide-soignante. Elle est bénévole de l'association nautique du lac d'Aiguzon, dans le Berry de ses souvenirs de vacances. Ce Berry qu'il a rappelé après des années passées en Polynésie et à Saint-Barth. Moi, je m'ennuierais en vacances. Je préfère être ici, être actif, faire leur faciliter leurs vacances à Aiguzon, qui est vraiment mon lieu d'amour et de prédilection. Là, je me sens vraiment utile, je me sens dans mon élément. Ça me fait plaisir de faire connaître ma région, mon département. Voilà, messieurs, dames. Profitez bien. Oui, merci. For you, try this one. Thank you. You can stand here. You don't put your hand inside, okay? It's dangerous. C'est bon. Depuis que Georges Sand a emmené ses amis peintres dans les environs, le lac d'Aiguzon est devenu un lieu de villégiature qui dynamise l'économie locale. C'est magnifique, j'adore être ici. À la retraite, ma grand-mère voulait un endroit où il fait beau. Elle s'est installée à côté de son frère ici. Ils adorent. Ils y sont tout le temps. Enfant, Jane venait ici en caravane avec ses parents. Son père vient toujours au lac. Et aujourd'hui, elle a transmis son amour d'Aiguzon à son fils. J'ai de la vague, Antoine, hein? Je coupe direct. Ah, c'était génial. Ça a été? Ouais, et toi? Ouais, super, bah merci. Tu prends ton temps? Ah. Ah. Jean-Philippe est venu ici pour la première fois en Renault 6 avec son père. Il avait 5 ans, c'était le début des loisirs. Dans les années 70, Jean-Philippe a fait du ski nautique ici, précédé par les soldats américains de la base de Châteauroux. Ça va? Ah. Ça a été, Jean-Bi? Oh, 75 ans. Ah, le con. Ah ben, ça m'a rafraîchi. Vous savez, il y en a qu'on... ma fille a été à Tahiti pendant 4 ans, 5 ans. Est-ce que je gagnerai au loto, j'irai là-bas? Non, pourtant c'est Tahiti, Bora Bora. J'irai pas vivre là-bas. Ici, on est... qu'est-ce qu'il y a de différence avec les bords de mer où c'est que vous êtes les uns sur les autres? Il n'y en a pas. Un peu plus loin, d'autres souvenirs de vacances sont en train de s'écrire. Je sais pas, t'aurais plaisir quoi, toi? Tiens. Voilà. Bon, vous avez vidé le pot de Nutella? Non, pas du tout. Pas encore? Il y a que moi qui en a pris. Bon, vous avez les forces après pour aller faire un peu de paddle et tout là? C'est bon? Ok. Bon, bah, tout à l'heure. C'est les bateaux que tu charges de... Serge a été champion de planche à voile. Il a appris à naviguer ici et aujourd'hui, il partage sa passion de la glisse avec les jeunes du club de voile, autour de sa maison de famille. Tout ça, ça part de notre grand-père,
qui est venu en fuyant l'Arménie, quand même un génocide malheureusement, qui a participé à la construction de ce barrage et qui a permis d'édifier ce lac. Et ensuite, eh bien, nous, on y passait toutes nos vacances. Et la maison revit d'une manière spectaculaire avec les générations qui arrivent. Bon allez les jeunes, c'est parti. Allez, prenez-vous. C'est qui celle-là? Allez, vous allez vous mettre en place? Mais mets ta main dans l'autre sens. Toi, tu as ta main comme ça, essaie de la mettre dans l'autre sens. Voilà. Maillot de bain, casquette, glacière, les vacances balnéaires effacent les étiquettes socio-professionnelles. Alors ça s'est bien passé? Ah mais génial. Ouais. Bon, faut du souffle. Ah ouais, mais ça, pas trop froid de l'eau, c'est bien? Non, c'est bien. Yann a grandi ici. Il a fait découvrir le lac à Cassis, qui vient des Pyrénées. Voilà. Depuis, ce jeune couple fait les saisons à Aiguzon. Il va sauter, il va sauter. Hop là! Il va plus faire un salto. Oui, parce qu'il a juste fait un plat. Ouais, c'était moyen. Je reviens ici l'été pour travailler, pour aider la commune en tant que saisonnier, dès qu'ils ont besoin de moi. Moi, ça me fait beaucoup de plaisir de voir une petite commune où l'hiver, il y a des passants, à passer un été où je pense que la population explose et voir des nouvelles têtes tous les ans. Et t'apportes la contribution quand même au village qui t'a vu grandir. C'est ça, c'est ça. Voilà, tu donnes ta pierre à l'édifice. C'est ça. Comme les anciens, comme on les a fait. Et du coup, ça me rend un petit peu nostalgique. Je me rappelle quand j'étais petit, donc, de revoir la nouvelle génération refaire la même chose. Oui, que toi tu faisais. C'est ça. Hugo? Ouais. Ça va être bon, tu vas pouvoir les faire sortir. Vivement le retour des joies estivales. Voilà, celui-là, il a quelques fleurs fanées, là, qu'on peut enlever. L'autre à côté aussi. Excusez-moi de vous embêter, bonjour. Bonjour. Ça vous dérangerait de prendre une photo, s'il vous plaît? Avec grand plaisir. Merci. Et voilà, t'es en visite sur le domaine? Bah oui, je me disais que je pouvais pas passer dans le Berry sans passer par la maison de Georges Sand et ses jardins. C'est un endroit tellement magnifique. C'est un endroit emblématique. Georges Sand est une personne emblématique du Berry. Et là, en plus, la nature est magnifique. C'est vrai que c'est charmant, ce jardin. La roseraie est très belle, là. L'idée, c'était de recréer la roseraie de Georges Sand. Ce sont que des roses du 19e siècle, donc que Georges Sand a eu dans son jardin, ou en tout cas a connu. Et l'idée, c'était aussi de recréer cette odeur, enfin, ce parfum qu'on arrive à sentir, parce que Delacroix dormait dans une des chambres à l'étage, et il disait que lorsque la fenêtre était ouverte, il ressentait l'odeur des roses. Elle avait beaucoup d'amis, elle a beaucoup reçu ici Delacroix, Chopin et bien d'autres. Elle recevait beaucoup, autant des personnalités que le paysan du coin. Enfin, c'était une femme qui était très ouverte, très en avance aussi. En fait, elle ne faisait pas de différence sociale. C'était une femme, on pourrait dire, parfaite. On voit la maison derrière nous et ce magnifique jardin. Il s'agit vraiment d'un domaine. C'est Georges Sand qui en fait l'acquisition ou ça appartenait déjà à sa famille? Alors le domaine appartenait à sa grand-mère. Georges Sand va l'acquérir pour ses 17 ans. Et à cette époque-là, on l'appelle Aurore Dupin. Oui. Elle devient Georges Sand plus tard, hein, c'est son nom d'écrivain. C'est en publiant Indiana, son premier roman, je crois. Son premier roman, parce que les femmes n'avaient pas le droit d'écrire. Donc du coup, elle va prendre Sand pour Sandeau. Sandeau aurait été un de ses amants. Et alors Georges, pour elle, c'était un prénom typiquement berrichon. Mais il paraîtrait aussi que ce prénom signifie travailler la terre. Ce qui correspond tout à fait à l'esprit de Georges Sand. Je
suis très heureuse d'être venue me balader ici, de prendre un petit peu le temps. Le hasard a fait que j'ai croisé ta route, ça m'a fait bien plaisir. Je vais changer d'ambiance parce que je souhaite assister au festival Le Son Continue, tu connais? C'est un très bon festival qui est aussi bien emblématique de chez nous. D'accord. Et je te souhaite vraiment de bien t'amuser et de découvrir nos belles musiques du coin. Bonjour. Quelle danse, c'était magnifique, dis donc. Oui, on apprend, on apprend. C'est un beau festival là ici. Et effectivement, c'est un festival de rencontres de lutherie. Ouais. Il y a 150 luthiers à peu près. Il y a la danse, il y a des musiciens qui viennent de toutes les régions de France. Donc toutes les musiques sont représentées. Tu me fais faire un petit tour? Ouais. C'est le Woodstock des instruments et des musiques traditionnelles, quoi. C'est exactement ça. Il y a ces parquets là et tout le monde peut venir danser. Oui. On ne sait pas si le groupe se connaît ou si c'est un bœuf entre plusieurs musiciens. Ça part au violon. Il y a quelqu'un qui va certainement tester s'il connaît. C'est joli, ça prend tout de suite. Voilà, ça prend, ça danse. Et ce festival, Le Son Continue, date de quand exactement? 1976. 1976, c'est la date du centenaire de la mort de Georges Sand, ça? Oui, et mes parents ils venaient déjà à ce festival. Oui. J'étais pas encore né. On retrouve en fait toutes les régions qui sont représentées en France. Et puis on met quand même en avant la vielle et la cornemuse qui sont deux instruments emblématiques du Berry. Et vielle et cornemuse qui sont aussi des instruments qu'affectionnait particulièrement Georges Sand? Oui, à l'époque où en fait elle était avec Chopin, elle se baladait pas mal en campagne. Et il y avait, comment dire, ils ont collecté, noté des airs traditionnels que jouaient les ménétriers. Et puis elle a écrit le célèbre roman Les Maîtres sonneurs avec Tiennet, le grand cornemuseux qui faisait son parcours du Berry au Bourbonnais. Ah d'accord. Voilà. Et qu'est-ce que tu transportes là dans ton dos? Ma vielle. Ah oui, une vielle ancienne? Une vielle ancienne, Ouais. mais c'est une copie. Ouais. Je pourrais t'emmener voir mon luthier. Qui est ici? Ouais. Ah oui, parce que c'est aussi un festival de rencontres, hein? C'est ça. Salut Seb. Sophie, enchantée. Bonjour, Sophie. Salut Sébastien. J'ai un petit problème sur mes chanterelles. J'ai les trilles qui passent pas bien sur les scies. Attends. T'as des trilles qui passent pas bien sur les chanterelles. Je ne comprends rien, les gars. D'accord. Mais pour moi, les chanterelles, c'est des champignons, là. Donc il faut que tu me dises que c'est les Attends, chanterelles. on va t'expliquer la vielle, il n'y a pas de problème. Hein. Ça vient d'où? Ça date de quand? C'est un instrument qui est très ancien. Oui, c'est un instrument qui existe depuis le 11e, 12e siècle, qui ne s'appelait pas vielle à roue, qui s'appelait organistrum. Pour les chants grégoriens en Galice. Exactement. Première trace. Ça se jouait à deux musiciens. Donc il y avait un musicien qui tournait la manivelle et un musicien, au lieu d'appuyer sur les touches, il faisait comme les registres d'un orgue, il venait tirer pour faire quelques notes. Bon, j'en prends soin parce que c'est un instrument qui est très précieux. C'est un instrument donc à cordes frottées, comme tu peux le voir. Il y a une manivelle et donc il y a trois parties sur la vielle. Il y a la partie bourdon. Donc si je te le mets, vas-y, tu vas tourner, tu vas sentir des vibrations assez graves dans le ventre. Voilà. Et là, je vais te mettre une mélodie, celle-là. Donc c'est une chanterelle, comme Voilà les champignons. la chanterelle. Voilà, elle chante toute seule. Alors, et tu vas mettre ton doigt dessus et tu vas appuyer sur les touches. Ouais. C'est déjà un bon premier pas. C'est juste, c'est parfait. Donc là, on a mis les bourdons et la chanterelle et on va mettre la rythmique, donc qui est le chien,
qui va être Des ici. bourdons, des chanterelles et un chien. Et un chien, voilà, c'est ça. C'est ce qui fait une miel. C'est ça. Et là, tu vas tourner en donnant des à-coups. Avec ma main et mon pouce, je vais taper en descendant. Ouais, ça. Voilà. Voilà. Et après, il faut rester constant. Voilà. Donc là, on fait déjà notre cadence. Et moi, je vais jouer un morceau. Tu m'as juste cet instrument. Bravo, c'est déjà un concert. Il y a déjà... Regarde, on a déjà du public. Voilà, il y a du Merci, public. messieurs, dames. Voilà. Merci. Et toi, tu vas jouer là dans le cadre de ce festival? Je joue un bal avec mon ami Najar. Ok. C'est de la musique du centre, mais aussi un clin d'œil aux musiques américaines. Je suis très heureuse que ces échappées belles se terminent dans l'ambiance très sympathique du festival Le Son Continue, ici au Château d'Ars. J'ai pris beaucoup de plaisir à tasonner tranquillement, prendre mon temps ici dans le Berry. Je vais peut-être m'installer ici, moi. Hein. Je vais réfléchir. J'espère que ce voyage vous aura plu. On se donne rendez-vous pour de nouvelles aventures. À très bientôt, les amis. Je vous embrasse et comme d'habitude, faites de beaux voyages.